il est nécessaire d'oublier cette approche de l'Afrique comme une métropole coloniale. Actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples. Ceux qui n'aiment pas le danger, il faut qu'ils choisissent une autre activité. Bonjour, je m'appelle Jonas Mayala et j'ai le réel plaisir de venir encore aujourd'hui dans le cadre de la Géodé Sud vous présenter une toute autre analyse dans le cadre de l'entrepreneuriat. Je vais rappeler rapidement ici le but de la Géodé Sud. La Géodé Sud a pour but de démocratiser le système de pensée, de révolutionner le système de pensée des sudistes pour le développement des Suds. Alors, puisque nous parlons assez souvent de la géopolitique, mais aussi de l'entrepreneuriat, aujourd'hui, nous allons analyser un petit peu un terme assez important sur l'entrepreneuriat. Nous sommes plus que convaincus que le Sud ne pourrait se développer qu'en ayant une prédominance sur le plan géopolitique, mais aussi en développant l'entrepreneuriat proprement parlé, comme on le voit un petit peu dans le pays le plus puissant. Voilà un petit peu, je me souviens encore de la parole d'un des hommes les plus puissants du monde, c'est la personne de Barack Obama. À l'époque où il était président, il avait dit le cerveau ou bien le poumon des États-Unis, c'est l'entrepreneuriat. On ne peut pas développer une nation sans entrepreneuriat. Il faut donc encourager les jeunes d'entreprendre. Alors, on va réfléchir tous ici sur ce comportement assez grandissant au milieu de jeunes, sur notre façon, la manière de consommer, Nous sommes sans ignorer que le monde actuel pousse les gens à la surconsommation. Et ceux qui sont dans les pays développés vont devoir comprendre que le pays, par exemple le pays d'Europe, le pays de l'Amérique latine, sont connus, sont champions dans la surconsommation. Les grandes entreprises développent des enseignes et font des publicités de telle sorte à attirer les gens vers la surconsommation. Et nous consommons parfois, et assez souvent d'ailleurs, sans trop réfléchir. Chers jeunes, pour parler de l'entrepreneuriat, il y a vraiment des notions de base qui doivent être vraiment ancrées dans mon cerveau. Sur la ligne de temps ou sur la ligne d'âge, il y a différentes étapes. Il y a la première étape de l'enfance où un être humain consomme ce qu'il n'a pas produit. Ça veut dire que ce sont les autres qui ont produit et lui, il est là juste pour consommer. Ça, c'est la période, la phase de l'enfance, donc l'enfance et l'adolescence. À partir des 18-20 ans, on commence à apercevoir un jeune qui fait ses entrées dans le milieu professionnel. Ça veut dire qu'il ne consomme pas ce qu'il possède, qu'il n'a pas produit, mais il commence à consommer ce qu'il produit. Mais il faut faire très attention parce que ces tranches d'âge, entre 20 et 45-50 ans, c'est à ces âges qu'un jeune, qu'un être humain est censé faire des provisions pour la retraite. C'est ça qu'on appelle l'âge de l'activité. Et globalement, l'être humain est censé beaucoup travailler dans cette tranche d'âge pour, de un, payer ses dettes qu'il a contractées quand il était encore inactif. Ça veut dire qu'il consommait ce qu'il n'avait pas produit. Il doit payer. Chaque pays a un système qui fait que quand on commence à travailler, il faut rembourser d'abord d'une certaine façon, mais vraiment de manière assez bien réglementée, rembourser ce qu'on a consommé quand on était inactif. Et nous devons consommer ce qu'on produit et nous devons faire en sorte de faire des provisions pour la période de la retraite. Les pays développés sont hyper organisés sur cette question et tout est vraiment réglementé dans un système propre à eux. Et dans les pays du Sud, il y a aussi d'autres systèmes qui fonctionnent d'une certaine façon, qui poussent généralement les jeunes à payer leurs dettes, ça veut dire envers leurs parents, parce que quand ils sont encore tout jeunes, quand on est tout jeune, c'est potentiellement les familles qui jouent le plus clair, le plus grand rôle dans pour promouvoir ou pour donner
de biens et services à un être humain ou à un enfant. Et puis quand il commence à travailler, il doit d'abord rembourser ces dettes-là auprès des familles. Et puis il doit faire aussi des provisions en termes d'investissement, parce que la plupart des pays du Sud n'ont pas de système de retraite assez bien développé. Or, dans cette tranche d'âge, c'est là où des entreprises viennent nous bombarder pour nous pousser à la surconsommation. Et beaucoup de jeunes, nous sommes complètement dedans. Nous sommes dedans. Lorsque l'on parle de consommer au-delà de ce moyen, cela ne sous-entend pas seulement aller sur un marché et payer ce qu'on ne peut pas. Ça veut dire qu'on a 100 € et que le bien coûterait 120, 150. Et donc, on fait tout pour avoir 150 €, ou bien on négocie pour avoir ce bien-là. La consommation au-delà de ce moyen ne se calcule pas de cette façon. En économie, il y a de petits principes, des principes qui ne sont pas propres aux économistes, mais qui peuvent s'appliquer dans tout le domaine pour ceux qui sont consommateurs. Il y a toute une théorie qu'on appelle la théorie du consommateur qui explique un peu les habitudes dans la consommation. Un consommateur travaille et développe des habitudes à chaque niveau de son revenu. À chaque niveau de son revenu. Plus le niveau de revenu augmente, un consommateur a beaucoup et facilement tendance à augmenter son niveau de consommation. Mais il est assez difficile, lorsque le revenu descend, qu'un consommateur fasse chuter son niveau de consommation. Ça, c'est les plus durs et les plus difficiles d'ailleurs. Les plus durs et les plus difficiles. Donc, il faut faire très attention lorsque le revenu augmente, de savoir réguler sa consommation. Qu'est-ce que nous observons au milieu des jeunes aujourd'hui? C'est que les jeunes se permettent, pour se faire plaisir, de se procurer de biens et des services, mais vraiment à des coûts très très élevés. Peut-être parce qu'ils ont le revenu pour. Et l'exemple le plus frappant aujourd'hui, c'est dans le bien et le produit électronique. C'est une tendance forte qui fait que de nos jours, on peut facilement croiser des jeunes qui utilisent soit des téléphones, soit des tablettes, soit des ordinateurs qui coûteraient globalement cher. Qui coûtent très cher. C'est une tendance qui est partie des pays du Nord, qui sont des pays un peu plus riches, même vers le pays du Sud, où cette habitude bat son record. Je vais vous présenter une petite analyse sur ce bien que nous sommes tous prêts à nous offrir. Prenons deux grandes entreprises qui se font une concurrence rude depuis une petite décennie ou un peu plus. C'est Apple et Samsung. Mais aujourd'hui, Apple a dévancé Samsung pour la simple raison qu'Apple a atteint un public assez plus large. Apple, c'est une grande entreprise américaine qui évolue dans le secteur de l'électronique et qui était créée en 1976. C'est une année après la création de Microsoft. Donc Steve Jobs et son équipe, c'était vraiment des amis de Bill Gates. Ils sont fait cette compétition. Bill Gates travaillait sur la création d'un système d'exploitation pour mettre sur un petit ordinateur. Et Steve Jobs et son équipe travaillaient sur un système d'exploitation pour mettre sur leur propre ordinateur, créer leur propre ordinateur. Et quand ils ont réussi, ils ont lancé leur entreprise. Au début, c'était pour d'abord les ordinateurs. Les ordinateurs, parce que dans le terme même, il y avait le terme computer. Donc, c'était que pour les ordinateurs. Mais beaucoup plus tard, ils vont travailler aussi sur le téléphone. Alors, au départ, Apple, c'était un produit qui était destiné à une classe des aisés. Et je vais vous rappeler ici qu'Apple, c'est l'une des entreprises qui avait eu du mal à décoller, mais vraiment du mal à décoller, qui a beaucoup peiné avant de décoller. Et puis après, avec le retour de Steve Jobs, qui était viré de l'entreprise, quand on l'a repris, je crois, en 1985, en 1997, il a été chassé en 1985, il est revenu en 1997, et donc il est venu avec d'autres idées novatrices pour développer des petites astuces qui ont amené plus la clientèle. C'était un produit qui était destiné aux riches.
peut-être même jusqu'à maintenant, destiné à une classe beaucoup plus aisée. Beaucoup plus aisée. Mais ce que Apple constate aujourd'hui, contre toute attente, c'est que son public s'est littéralement élargi vers même des gens qui ne sont pas de la classe la plus aisée, la classe moyenne élevée, supérieure. Les pauvres aussi peuvent avoir des produits Apple. Ce qui contredit littéralement même la politique d'Apple. Aujourd'hui, Apple, pour peut-être ceux qui ne le savent pas, est devenue, depuis 2020 d'ailleurs, la plus grande entreprise donc la première entreprise avec une si grande capitalisation boursière au monde. Chers jeunes, et les publics importants de Apple, ce sont des jeunes entre 18 et 34 ans. Des jeunes qui sont prêts à dépenser une fortune pour un téléphone, parce que c'est le téléphone qui a fait grimper les chiffres d'affaires chez Apple. C'est le principal produit qui ramène plus de revenus chez Apple que les ordinateurs. Et Samsung a suivi un petit peu la marche avec ces produits qui font concurrence en termes de prix à Apple. Bon, Samsung, c'est une grande entreprise par rapport à Apple en termes de taille, d'employés et tout. C'est vraiment une très très grande entreprise. Mais en termes de capitalisation boursière et même maintenant, au niveau du chiffre d'affaires, c'est Apple qui a plus de l'avance. Si nous regardons la consommation de ce produit, des valeurs, et les jeunes qui sont la principale clientèle d'Apple, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut arranger au niveau de la jeunesse. C'est que nous, les jeunes, il y a des notions que nous semblons ignorer. Ces entreprises ont suffisamment travaillé. C'est d'ailleurs ça le but ou un travail important pour toutes les entreprises, c'est arriver à corrompre les consommateurs, à attirer les consommateurs, à pousser les gens à consommer. Et ça, il y a des entreprises qui sont bien arrivées, qui ont réussi à captiver des consommateurs, mais à séduire un public assez large. Lorsqu'un jeune, parce que quand on parle de jeunes entre 18 et 34 ans, c'est globalement des jeunes qui rentrent dans la vie professionnelle, qui commencent à travailler, qui ne sont pas encore très riches par eux-mêmes, certes. Et dans les statistiques, on parlerait peut-être de 33% de consommateurs Apple seraient issus des familles aisées ou eux-mêmes seraient peut-être des riches. Ça, c'est une autre histoire. Mais le reste, plus de 60% des consommateurs jeunes des Apple seraient venus des familles moins aisées. Comment on peut dépenser 800 €, 1000 € pour un jeune qui vient de rentrer dans le milieu professionnel et à 18 ans? Pour la plupart des jeunes dans le pays du Nord sont encore aux études. Ils sont à l'université. Ils profitent pendant les vacances pour faire des jobs étudiants. Certes, on peut gagner de l'argent, mais claquer 2000 ou 1000 €, 1500 € dans un téléphone, si celui-ci n'est pas dans le but de gagner de revenus, c'est un choix pas très bête, mais moins sage. Je vais vous faire une petite analyse pour vous ramener à la réflexion. En économie, on parle de la valeur d'un bien, ce qui est différent de l'utilité d'un bien. La valeur d'un bien, c'est qu'un consommateur est prêt à dépenser, à donner pour acquérir un bien ou un service. Et l'utilité, c'est le niveau de satisfaction que ce bien ou ce service va procurer au consommateur. La valeur d'un bien est déterminée par son prix. C'est qu'on est prêt à dépenser pour avoir un bien. C'est ça sa valeur. Mais son utilité, c'est la satisfaction, le degré de satisfaction que ce bien nous rapporte. Qu'est-ce qui est plus important entre la valeur d'un bien et l'utilité d'un bien? Dans la théorie du consommateur, un consommateur préfère, en tout cas un consommateur rationnel, ouvre plus l'œil sur l'utilité d'un bien que sa valeur. Mais dans la consommation de ce produit ici, nous ouvrons beaucoup les yeux sur la valeur de ce bien-là. C'est une séduction pure et simple. Parce que lorsque tu veux consommer un bien, ce qui t'importe le plus, c'est son utilité, c'est que ce bien t'apporte, plutôt que ce que toi tu donnes pour avoir ce bien-là. Or, lorsqu'on va acheter un téléphone qui coûte 1000 €, 1200 €,
C'est que ce qui nous attire à nous, c'est ce que nous avons dépensé pour avoir ce bien-là. Et quand nous avons ce bien-là, l'utilité que ces biens nous apportent, ce téléphone-là, c'est rarement qui dépasse 200, par exemple 200 euros. Quelqu'un a un besoin. C'est quoi ton besoin? Le besoin d'avoir un téléphone. Tu as besoin de passer des appels. Tu as besoin de communiquer avec le monde extérieur. Tu as besoin d'utiliser des applications que tu aimerais bien. Tu as besoin. C'est ça le besoin. Et pour ce besoin-là, tu vas sur le marché pour trouver un bien qui va satisfaire ce besoin-là. Or, ce besoin que tu exprimes là peut être satisfait par un produit qui coûterait 200 euros, 150 euros, 300 euros. Voilà, il y a beaucoup de produits qui sont prêts et capables de répondre à ton besoin. Mais lorsque tu vas acheter un produit qui coûte 1000 euros, 1200 euros, c'est de l'irrationalité. Parce que là, tu n'es pas en train de satisfaire ton besoin principal, mais tu es en train de satisfaire d'autres types de besoins. Nous devenons très rapidement des consommateurs très irrationnels. Lorsque tu achètes ces biens de téléphone qui coûtent 1200 euros, tu n'es pas en train de satisfaire ton besoin, le besoin réel, mais tu cherches à satisfaire d'autres types de besoins. Un produit qui coûte 200 euros te procurera le même niveau de satisfaction qu'un téléphone que tu vas acheter à 1200, 1500 euros. Tu vas passer des appels, tu vas faire tout ce que tu vas faire avec ce téléphone pour lequel tu as dépensé 1200 euros, tu peux le faire avec un téléphone de 200 euros. Mais qu'est-ce qui fait que le jeune court en masse pour aller s'arracher un téléphone qui coûte 2000 euros, 1500 euros, alors qu'avec un téléphone de 200 euros, ils auront le même niveau de satisfaction? Ça, dans la pyramide, par exemple, de Maslow, on cherche à satisfaire un autre type de besoin. Et ça, c'est moins sage. Dans la pyramide de Maslow, il y a ce qu'on appelle le besoin. C'est une pyramide, beaucoup peut-être connaissent un peu cette notion-là de la pyramide de Maslow. Il y a les besoins physiologiques, après au deuxième étage, il y a les besoins de sécurité, troisième étage, il y a les besoins d'appartenance, quatrième étage, il y a les besoins d'estime, cinquième étage, il y a les besoins, cinquième et dernier étage, c'est le besoin d'accomplissement. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'être humain ne suit pas la logique de cette pyramide de Maslow. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'atteindre la satisfaction, de résoudre d'abord les besoins physiologiques pour aller aux besoins de la sécurité, d'estime, et ainsi de suite. On peut bouleverser l'ordre, ça c'est pas le plus grave, mais le plus grave c'est de voir comment nous sortons des étages pour aller ou désirer satisfaire un type de besoin sans trop réfléchir. Ces jeunes dans le pays du Sud qui s'arrachent ce type de bien, qui coûterait 1000 euros, 2000 euros, 1000 dollars, 800 dollars, mais sont généralement des jeunes qui ne sont même pas capables de satisfaire le besoin physiologique. C'est ça qui est triste dans cette décision, dans ce choix. Pour les jeunes qui sont dans le pays du Nord, qui peuvent se permettre ce type de dépenses parce qu'ils travaillent, ils ont des jobs, ils touchent 1200 euros, 1300 euros. Je vais vous dire aussi une chose. C'est que vous vivez au-dessus de vos moyens. Ça veut dire quoi? Quand on dit vivre au-dessus de ses moyens, ça veut tout simplement dire vous accorder un pourcentage relativement élevé à un bien et vous négligez d'autres types de biens, d'autres types de besoins. Dans les calculs, dans la notion financière, ou faire le calcul sur votre budget, vous devez savoir qu'il y a des pourcentages que vous ne devez pas dépasser pour tel type de besoin, pour tel type de besoin, pour par exemple les besoins alimentaires. Vous devez faire un effort de ne pas aller au-delà d'un tel type de pourcentage dans votre revenu mensuel. Pour tel type de besoin, faites un effort de ne pas dépasser un tel seuil de pourcentage dans votre revenu permanent. Pour tel type de besoin, c'est comme ça qu'on essaie de faire les calculs pour atteindre ce qu'on va appeler ici la liberté financière. Vos dépenses de loyer, c'est comme ça qu'on réfléchit. Si vous voulez atteindre une liberté financière d'ici peut-être vos 40 ans, il faut faire un effort de limiter les types de dépenses par rapport au seuil que vous déterminez. Il y a beaucoup d'outils sur Internet qui peuvent vous aider à réfléchir. Par exemple, quand vous voulez prendre un logement, quelle est la part du loyer dans votre revenu mensuel?
Vous devez être capable de faire des petits calculs comme ça. Vous ne devez pas aller prendre, par exemple, un logement pour lequel vous dépensez 800 euros avec un salaire ou un revenu mensuel de 1500, de 2000 euros. On va vous dire que non, c'est énorme, c'est beaucoup. Vous devez faire un effort de réduire le pourcentage du loyer, les habits et tout le reste. Nous avons des jeunes qui ont du mal à épargner en Europe. Parce que vous gagnez 1600, 1700 euros et vous dépensez 1300 euros, 1400, 1500. Parce que le niveau de consommation, vous ne faites pas attention à ces petits détails-là. Quand vous dépensez, quand vous gagnez, vous avez un revenu de 2000 euros le mois. C'est très très moins sage de claquer 1000 euros dans un téléphone. Cela révèle votre état d'esprit, votre façon de réfléchir. Vous êtes plutôt grand consommateur que grand producteur. Développer son intellect et sa capacité à réfléchir pour s'offrir une belle retraite, cette attitude-là, ce n'est pas une bonne attitude. Beaucoup de jeunes pensent que c'est une insulte, mais c'est ça la vérité. Ça révèle tout simplement votre niveau de réflexion. Parce que si ces comportements-là, vous gagnez 2000 euros ou bien 1800 euros, vous allez vous acheter de biens qui coûtent dans le téléphone ou bien un ordinateur. Un téléphone qui ne vous rapporte rien. Je parle ici de téléphone. On achète un téléphone juste pour utiliser les réseaux sociaux, les appels et tout. Ça veut dire qu'il ne vous rapporte rien. Je ne parle pas de ceux qui ont des téléphones pour faire des vidéos et tout, et pour lesquels ils sont payés. Quand vous allez dépenser cet argent, 1200 euros dans un téléphone, et vous avez un salaire de 1800, ce n'est pas très sage. Pourquoi? Parce que un téléphone, c'est un besoin, c'est un bien de consommation où vous avez une consommation finale. Ça veut dire que vous allez les consommer pendant X temps, 2 ans ou je ne sais pas moi combien de temps. Un bien, un consommateur tel que nous sommes, nous devons créer un équilibre de telle sorte que nous pouvons se permettre d'acheter des biens dont nous avons la capacité de les remplacer, la capacité de remplacement. Cette notion, elle est importante. Pour atteindre l'équilibre financier, ça veut dire que je vais vers le bien, qui du reste, j'aurai la possibilité de le remplacer, Ça veut dire que vous devez payer un truc que vous aurez la facilité de remplacer, soit après l'avoir perdu, ou soit après l'avoir suffisamment utilisé. Or, quand vous achetez un téléphone qui vous a coûté 1000 euros, et qu'au bout de 2, 3, 4, 5 mois, on vous le vole, vous devez normalement être en mesure de le remplacer par un autre téléphone de ce prix-là. Cela nous plonge à nous jeunes dans un cycle où nous sommes appelés à trop consommer pour de biens qui ne sont pas trop utiles. C'est là où nous consommons le plus, nous dépensons le plus en tant que jeunes. Quand on achète un téléphone qui coûte 1200 euros, on va très rapidement s'acheter des produits accessoires, par exemple des écouteurs et tout ça, qui coûtent aussi très cher. On va s'acheter des trucs, tout le bien, les articles et les accessoires autour de ce téléphone-là, vous allez voir que ce sont des produits qui coûtent aussi relativement cher. Et quand vous perdez ces téléphones-là, vous le donnez à quelqu'un, à votre petit frère, à votre petite soeur et tout, vous êtes dans l'obligation parce que vous avez développé, vous avez habitué votre cerveau à utiliser ces tel type de biens. Vous aurez du mal à acheter un téléphone qui coûte beaucoup moins cher. Parce que c'est ça que je dis au départ, un consommateur a du mal à baisser son niveau de consommation, même quand son revenu diminue. A du mal, veut toujours maintenir son niveau de consommation, soit au même niveau, soit l'augmenter. C'est ça la tendance d'un consommateur. Baisser son niveau de consommation, c'est toujours très très difficile. C'est pour ça qu'on voit les gens sortir tous les jours dans la rue, aller crier parce que leur pouvoir d'achat a baissé, parce qu'un consommateur a du mal à baisser son niveau de consommation, même quand son revenu diminue. Donc, quand vous êtes habitué à acheter des téléphones qui coûtent très cher, vous devez garder ce cap et généralement augmenter. Quand vos revenus vont augmenter, vous allez répliquer, vous allez vous comporter de la même manière sur d'autres types de biens. Tiens, par exemple, sur vos achats de voitures.
Quand vous allez atteindre un niveau de revenu où vous pouvez vous acheter une voiture, vous allez utiliser le même comportement. Allez acheter ce qui est relativement très cher. Et ce comportement fait que vous êtes en train de sacrifier votre avenir lointain. Chers jeunes, quand on a 18 ans, quand on a 20 ans, de 20 à 45 ans, c'est la tranche d'âge où un jeune doit beaucoup travailler pour atteindre ce qu'on appelle la liberté financière. La liberté financière, c'est un stade où tu peux gagner sans travailler. Je ne parle pas de gens qui volent. Tu as investi, ça veut dire que tu peux rester chez toi à la maison, tu ne travailles pas pendant 1 mois, 2 mois et tu as des revenus qui entrent et qui te permettent de vivre. C'est ça la liberté financière. Et ça, sur une période relativement longue. Ça veut dire, si tu peux créer des investissements, tu as 45 ans, 50 ans, tu n'es plus obligé de travailler. Tu peux rester chez toi à la maison, tu as des investissements qui peuvent te payer jusqu'à la fin de tes jours. Et c'est ça qu'un jeune doit lutter à atteindre d'ici ses 45 ans d'âge. C'est possible. Lorsque vous réfléchissez suffisamment, quand vous commencez à gagner, à toucher de l'argent, arrêtez de les dépenser comme on le voit aujourd'hui, au plus grand profit de ces grandes boîtes qui ne vous seront aucunement reconnaissantes. Apple ne vous sera jamais reconnaissant. Samsung ne vous sera jamais reconnaissant. Eux, ils font du bénéfice, des chiffres d'affaires toujours extraordinaires. Apple a franchi le cap de plus de 2000 milliards de dollars américains de capitalisation boursière. C'est énorme. Jamais une entreprise n'a déjà atteint ce niveau de capitalisation boursière au monde. Et je vous dis qu'Apple ne vous sera jamais reconnaissant. Beaucoup de jeunes disent, c'est se faire plaisir. Continuez à vous faire plaisir. C'est très bien. Faites-vous plaisir. Mais vous serez obligé de travailler jusqu'à 65 ans. Parce que vous ne pouvez pas vous permettre d'arrêter de travailler à 60 ans par peur de ne pas vivre de vos investissements. C'est un choix que l'on fait dans la vie. Jeunes, vous avez choisi de consommer vos biens maintenant, vos revenus maintenant. Et donc, serrez bien votre ceinture. Vous serez obligé de travailler jusqu'à 65 ans, surtout en France avec les réformes sur la retraite. 65 ans. Et même après votre retraite, il vous imposera de baisser drastiquement votre niveau de consommation. Et ça, ce n'est pas bien. Et encore, pour les sudistes, nous avons besoin des jeunes qui réfléchissent à l'investissement. Investir dans le pays du Sud. Donner de l'importance à cette notion-là. Investissons dans les pays du Sud. Quand nous gagnons de l'argent, pour des jeunes qui sont dans les pays développés, des pays du Nord, l'Europe, l'Amérique du Nord, on a la facilité d'avoir des revenus généralement 1500, 2000 euros facilement avec un travail, si on travaille bien. Avec ces revenus-là, vous avez assez pour investir dans le pays du Sud. Dans le pays du Nord, avec ces revenus-là, c'est très difficile, c'est vrai. Mais dans le pays du Sud, avec 1000 $, vous pouvez lancer un business. Vous pouvez investir. Et au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, votre business en Afrique peut déjà vous procurer des millions en termes de chiffre d'affaires et pourquoi pas des bénéfices. Et ça, c'est une belle retraite que vous vous offrez, un bel avenir pour vos enfants. Merci beaucoup. Je n'ai pas insulté une société ou une entreprise. J'ai juste donné quelques analyses sur la réflexion. Consommons utilement. Privilégions l'utilité à la valeur. Consommons utile. Si vous avez besoin de consommer, ne regardez pas la valeur d'un bien, mais son utilité. Est-ce que c'est utile pour vous d'avoir ce bien-là? Quand vous allez sur le marché, quand vous allez acheter, posez-vous cette question, en quoi ce bien serait utile? Et son utilité explique la valeur ou bien le montant, sa valeur. Est-ce que le prix que je paye pour ce bien ici, je vais consommer ce prix-là dans ce bien? Est-ce que je vais consommer ça dans ce bien? Si vous dites que la valeur d'un bien correspond à son utilité, alors vous dépensez cet argent. Mais si la valeur de ce bien-là ne correspond pas à son utilité, à ce que ce bien va vous rapporter, ne l'achetez pas. Et ça va beaucoup vous aider. Aujourd'hui, j'ai touché le téléphone, mais ça peut être
pareil dans les vêtements, dans d'autres types de biens, même dans le voyage, même dans le truc, dans tout. Réfléchissez, valeur, utilité. Est-ce que je dépense autant? Ça sera utile pour moi. Est-ce que c'est utile pour moi? Merci pour ces quelques minutes d'analyse. Je vous fixe rendez-vous dans la prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Qu'il est nécessaire d'oublier cette approche de l'Afrique comme une métropole coloniale. Actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples. Ceux qui n'aiment pas le danger, il faut qu'ils choisissent une autre activité.